Alors, je suis là pour vous parler donc, de l'avenir du pharmacien, dans le sens que c'est un commerce de proximité. La pharmacie d'officine est un commerce. Et personnellement, je suis excessivement fière d'être commerçant, ça ne pose aucun problème. On est à la fois, et on est les seuls à avoir cette particularité, profession libérale, commerçant et professionnel de santé. Et évidemment, le dernier que j'ai mis est en fait le premier, puisque c'est pour ça que c'est important. Alors, on est vraiment de proximité, puisqu'on reçoit 4 millions de personnes par jour, là où tout à l'heure on nous disait 10 millions, donc on voit bien ce que c'est. Et en fait, on est en pleine mutation. Parce que comme ce qui nous a été présenté tout à l'heure, mais je répondrai à certains points que vous avez évoqués vous-même en premier, M. Pavier, l'économie de la pharmacie, on voit bien que le modèle est complètement à bout de souffle, donc est complètement en train de changer. Alors, ce n'est pas qu'on veuille faire une rétention de quoi que ce soit, mais il faut que vous sachiez que 85% de l'activité d'une pharmacie, c'est du médicament remboursé, contrairement à ce qu'on voit, parce qu'en fait, on voit souvent beaucoup de la parfumerie, parapharmacie, ou tout ce que vous voulez. Mais il faut quand même rappeler que 85%, c'est le médicament remboursé, vignetté. 7% en moyenne, moyenne nationale, 7% c'est des médicaments dits de médication officinale, c'est-à-dire ceux qu'on peut venir chercher comme ça sans ordonnance. Et enfin, 7%, le reste, c'est dit de la parapharmacie. Autrement dit, dans la tête des gens, les pharmacies sont en train de se transformer en parapharmacie. Dans la réalité, leur activité, c'est pas ça du tout. Donc ce qui se passe, oui, il y a effectivement beaucoup plus de médicaments qui sont en vente, si je peux dire, parce que tout bonnement, la population française vieillit, il y a besoin de plus en plus de médicaments. Mais l'objectif du ministre de la Santé, mais aussi de tous les professionnels de santé, bien sûr, c'est à la limite qu'on consomme moins de médicaments, parce que si on est aussi bien soigné avec moins de médicaments, tout va bien. Enfin, je veux dire, personne ne peut aller contre, et en tout cas pas les pharmaciens. Donc du coup, à la fois actuellement on voit une baisse de volume, malgré le fait que la population augmente avec des besoins, et en plus les prix, eux, descendent complètement. La loi financière qui est en ce moment en débat aujourd'hui même au Sénat, après être passée à l'Assemblée nationale, va donner au réseau, si je peux dire, une baisse entre 800 millions et 1 milliard d'euros. Ce qui représente, divisé par le nombre de pharmacies d'officine, vous voyez vite ce que ça fait. Donc voilà, c'est exact que c'est un commerce de proximité qui est en train de complètement de se réinventer. Et donc voilà. Alors, quelques mots sur l'ordre des pharmaciens, non pas pour parler de l'ordre des pharmaciens, mais parce que vous allez voir la technologie, tout à l'heure on entendait rupture de technologie, l'ordre a fait cette rupture de technologie aussi, avec les pharmaciens bien sûr, et puis l'évolution très forte du métier de pharmacien. Nous, notre mission, c'est pour vous dire que je vous parlerai peu économie, parce que j'en serais bien incapable, je n'en ai pas les compétences. Les missions de l'ordre, on doit contrôler l'accès, c'est-à-dire vérifier qu'il n'y ait pas de charlatans dans la profession, assurer, et je parlerai peut-être pas d'Édouard Leclerc que vous citiez tout à l'heure, mais enfin des autres réseaux potentiels, et pourquoi on n'en veut pas effectivement. On doit assurer le respect des devoirs professionnels, c'est-à-dire s'il y a des sanctions d'ailleurs si les confrères ne se comportent pas bien. Assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession, veiller à la compétence des pharmaciens, c'est un point important. Sachez que j'ai signé personnellement, et c'est un fort engagement, et je peux vous dire qu'il faut avoir de l'autorité pour le faire, j'ai signé une lettre qui a été adressée aux 75 000 pharmaciens à propos de leur formation continue, développement professionnel continu, en leur disant si vous avez fait, c'est très bien, et les encourageant. Si vous n'avez pas fait, attention, on est dans une phase transitoire actuellement, mais il faut faire, obligatoirement. Donc les 75 000 ont subitement compris que l'ordre était en capacité de suivre leur formation continue. Parce que si les pharmaciens ne vont pas vers la qualité, ne restent pas dans la qualité, puisqu'ils y sont, aussi, c'est pas compliqué, c'est pas se tirer une balle dans le pied, c'est se tirer une balle dans le cœur. Donc on est obligé obligé, c'est en tout cas un engagement très fort. Et puis, on doit contribuer à promouvoir la santé publique et la qualité et la sécurité des actes professionnels. Alors, la rupture technologique, elle est où? Elle est là. Elle est là parce qu'en fait, dans ce dessin un petit peu compliqué, on a inventé ce qu'on appelle le dossier pharmaceutique. C'est l'ordre qui est en charge de ça. Et en fait, comme vous voyez des croix vertes d'officine, le dossier pharmaceutique fait que l'ensemble des pharmacies sont coordonnées entre elles. En clair, un d'entre vous vient dans une pharmacie, il accepte d'ouvrir un dossier pharmaceutique, on lui demande, etc. Actuellement, 30 millions de Français en ont un, donc on arrive pratiquement à 1 sur 2.
Et à partir du moment où il a accepté, ça veut dire que les médicaments que je lui ai délivrés, moi par exemple, dans ma propre officine, si le lendemain, cette personne va à Lille, Bordeaux, Marseille ou peu importe, eh bien, la pharmacie de Lille, Bordeaux ou Marseille verra les derniers médicaments qui ont été pris pendant les 4 derniers mois, quelle que soit la pharmacie, y compris Mayotte, la Guadeloupe ou ce que vous voulez. Donc au lieu de faire l'analyse en un temps X sur une pharmacie, sur une analyse d'ordonnance, eh ben, en fait on voit l'ensemble des médicaments qu'a pris la personne. Et y compris bien sûr des médicaments style Strepsil, Nurofen ou tout ce que vous voulez, de médication officinale. Et donc ça c'est excessivement important parce qu'un médicament, c'est pas parce qu'il est remboursé ou pas remboursé qu'il a un risque, il a un risque. Je vous donne l'exemple toujours, par exemple, du Nurofen, même si je n'ai pas le droit trop de citer de noms. En fait, comme je cite des noms de médicaments, ma déclaration de public d'intérêt sur le site de l'ordre. Et donc, le Nurofen pas remboursé, Ibuprofène remboursé. L'un, on ne va pas dire qu'il a des risques pendant que l'autre n'en a pas. C'est bien évident que c'est la même chose. Bien, donc toutes les croix vertes sont donc reliées entre elles. Maintenant, on est en train de relier les pharmacies hospitalières. Ce qui veut dire que lorsque la personne rentre à l'hôpital, eh bien là aussi, jusqu'à maintenant, vous vous rendez compte que à l'hôpital, les personnes passaient 42 minutes hein, à demander aux personnes, enfin à obtenir plus exactement la réponse, qu'est-ce que vous prenez comme médicament. Ça paraît idiot, mais il y a des personnes qui ne le savent absolument pas. Je prends la pilule rouge, je prends le comprimé vert, enfin ce que vous voulez, mais ils ne savent pas. Et puis ils oublient parfois, tiens, je vais chez l'ophtalmo pour prendre des gouttes, oui, mais c'est des gouttes pour le glaucome, donc attention à l'hypertension, etc., etc. Donc voilà, donc ces 42 minutes se transforment forcément en 3 secondes. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton et c'est vidu. Et enfin, maintenant, on commence avec une expérimentation auprès de certains médecins, les médecins urgentistes, anesthésistes et gériatres. Donc eux aussi découvrent subitement l'intérêt d'avoir la liste des médicaments, puisque quand même, malheureusement, on peut déplorer 13 000 décès par an à cause des médicaments et 130 000 hospitalisations à cause des médicaments. On ne pourra jamais tout supprimer. Des personnes qui veulent faire de l'autolyse avec des médicaments, on ne pourra jamais l'empêcher, bien évidemment. Et puis, vous voyez qu'on a deux autres acteurs, c'est-à-dire l'industrie pharmaceutique et les autorités. Alors, pourquoi les industries pharmaceutiques ? Tout bonnement, parce qu'on l'a vu pour l'affaire du furosémide, c'est ce qui a permis de faire, alors si ce n'était pas justifié, peu importe, mais en tout cas, ça a permis de le faire, retirer un médicament en quelques minutes de l'ensemble du marché. Ça veut dire qu'il suffit que les autorités, en accord avec le labo ou le labo en accord avec les autorités, vous prenez dans un sens ou dans l'autre, envoient sans aucune intervention humaine, donc dans la machine, le système, et un quart d'heure après, l'ensemble des maintenant 21 000, enfin moins de 22 000 maintenant, pharmacies reçoit ce message. Et le reçoit comment ? C'est-à-dire que ça bloque la totalité des ordinateurs, des totalités de toutes les pharmacies de France. Ça veut dire que tous les pharmaciens, si moi dans ma pharmacie j'ai 10 postes, mes 10 postes sont bloqués, terminé. Donc je ne peux pas avancer. Donc il est évident que tout le monde va lire ce message d'alerte. Donc c'est un vrai message d'alerte excessivement rapide. On est unique au monde à avoir ce système. D'ailleurs, ce système-là est aussi unique au monde et commence à nous être vraiment très très envié à l'étranger, preuve s'il en est de partout où on m'appelle pour en parler. Je précise que c'est l'Ordre des pharmaciens qui paye tout ce système-là, 4 millions d'euros par an. Et en fait, l'Ordre, n'ayant comme ressource unique, évidemment, que les cotisations, c'est donc les pharmaciens qui payent au travers de leurs cotisations obligatoires. Voilà, donc en gros, tout ce que je vous ai dit sur cette question-là. Un point important, parce que tout à l'heure, ça a été évoqué pour la banque, là. Il y a des données, sauf que les données, bien évidemment... Les mots qui ont été prononcés tout à l'heure me font toujours peur, moi, pour le coup. Donc, je fais peut-être partie des angoissés du Big Brother, on va peut-être appeler ça comme ça. Mais en tout cas, en matière de santé, l'ordre des pharmaciens, pour des raisons d'éthique évidentes et de protection du secret professionnel, fait très attention à tout ce qui est sécurité. On engage tous les 6 mois quelqu'un pour casser, enfin des sociétés spécialisées, pour casser le système et pour vérifier que personne ne peut rentrer dans le système. Parce qu'il suffit que vous me disiez quel médicament vous prenez, et bien évidemment, je sais exactement la pathologie que vous avez. Et quand on voit justement que des banques refusent des dossiers pour des histoires de pathologie ou de travail, ou etc. Alors des gens mettent sur Internet leurs propres données de santé, ça c'est leur problème. J'allais dire, c'est une folie
une folie, mais en tout cas, ce n'est pas à l'ordre de le faire. Donc, seuls, pour des raisons de santé publique, le ministère de la Santé et les agences ont le droit à avoir ces données-là, anonymes, bien évidemment, pour des raisons de crise sanitaire, parce que ça peut arriver. On voit le coronavirus là, qui, en ce moment, peut déclencher. Il faut absolument savoir les choses. Voilà. Donc, voilà en gros. Et dernier point, ça, c'est des projets. DP vaccination, la couverture vaccinale est une véritable catastrophe. On voit actuellement apparaître des maladies qu'on ne voyait plus du tout, avec des décès à la clé, ce qui est quand même un comble. Donc on est en train de travailler pour pouvoir améliorer la couverture vaccinale. Et enfin, la contrefaçon des médicaments, j'y reviendrai tout à l'heure avec Internet, est une véritable catastrophe. Quand vous investissez 1000 pour des fausses cartes de crédit, je fais exprès de parler de ça, vous gagnez 1 sur 7. 7 fois la mise. Quand vous investissez pour de l'héroïne, une drogue, vous gagnez 1 sur 40. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça rapporte sur le médicament? 1 sur 500. Donc ça ne vous étonne pas que, bien évidemment, tous les réseaux criminels se sont mis là-dessus. Et en plus de ça, les risques sont bien inférieurs. Vous circulez avec de la drogue, comme en tant que trafic de drogue, vous voyez bien ce que ça fait. Vous avez à la clé quelques années de prison. Vous circulez avec des faux médicaments. Dans la plupart des juridictions, pratiquement, vous n'êtes pas pénalisé. Donc on est confronté à un problème réel. Et il ne faut pas croire que c'est si facile que ça, j'en parlerai tout à l'heure, parce que, par exemple, l'Angleterre et l'Allemagne sont confrontés à ce problème dans le circuit légal, je dis bien légal, cet été au mois de juin, de l'ésoméprazole par exemple, qui est un médicament pour l'estomac, est arrivé contrefait dans des pharmacies allemandes. Alors, le réseau officinal, en fait, c'est le premier réseau de professionnels de proximité. Il est le mieux réparti, même si on peut toujours l'améliorer, bien évidemment, tout bonnement parce qu'on a une loi de répartition. Donc, quand une pharmacie veut se déplacer, ne serait-ce que de 2 mètres, elle ne peut pas. Elle doit demander une autorisation. Elle ne peut pas le faire comme ça. On m'a dit, je n'ai pas le droit de mettre ma plaque là où je veux, comme je veux, etc. Et cette loi de répartition est faite de façon à ce que justement, y ait des pharmacies un peu partout, très proches de la population. Aujourd'hui, alors 22 690 en métropole et dans les départements d'outre-mer, une pharmacie pour 2 900 habitants, 3 pharmacies pour 100 km². Tout le monde dit qu'il y a toujours trop de pharmacies. En France, certes, il y en a un nombre conséquent, sauf qu'on oublie que la France est quand même un territoire excessivement rural, le plus vaste d'Europe, il ne faut pas l'oublier, et qu'en fait, ce chiffre de 3 pharmacies pour 100 km² est en fait complètement dans une norme, mais vraiment au milieu pour l'Europe. Donc on n'est pas du tout avec trop de pharmacies, loin de là, mais il va falloir économiquement qu'elles arrivent à se tenir. Une fermeture de pharmacie tous les 3 jours. En fait, ce n'est pas tous les 3 jours, maintenant c'est tous les 2 jours. Le malheur, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'elle ferme, mais pas du tout en fonction de raisons de santé publique, et c'est bien là qu'est le problème, mais en raison des capacités financières du titulaire, tout bonnement. Ça veut dire que si, à la limite, dans une rue où il y en a 15, il en fermerait une, du point de vue santé publique, ce ne serait pas bien grave. Mais si dans un village ou dans une ville ou dans des zones sensibles, puisque les pharmacies n'ont pas le droit de partir des zones sensibles, c'est strictement interdit par la loi. Donc du coup, vous voyez bien qu'est-ce que ça fait, parce que là, ça pose un problème, parce qu'entre le droit de partir, d'accord, je ne peux pas partir, mais si je ferme le rideau, je ferme le rideau. Et dans les personnes qui pensent que les pharmacies, le réseau, c'est toujours les petites pharmacies qui ferment, faux et archi-faux. On compte sur les doigts de la main des pharmacies d'un chiffre d'affaires conséquent, la moyenne c'est 1,5 million par an. De chiffre d'affaires. Il y en a une de 30 millions d'euros, c'est-à-dire, c'est vraiment sur les doigts de la main en France, 30 millions d'euros, qui est en faillite en ce moment. Et on en a, sur les 500 dernières fermetures qu'on a étudiées, nous à l'ordre, on en a avec des 4 millions, 5 millions d'euros, etc. Donc tout le monde pense que c'est du 100 000 euros, c'est faux. C'est faux et archi-faux. Parce que dans ces grosses pharmacies, le moins de grain de sable, et hop, ça part. Néanmoins, les pharmaciens s'exercent de plus en plus ensemble pour partager le risque, pour partager le travail. 12 heures de travail par jour, 6 jours sur 7, même 7-7, puisqu'il y a des gardes et des astreintes, bien évidemment.
Et puis on vient d'ouvrir tout à fait maintenant récemment la question des sociétés participation financière, c'est une sorte de holding, donc pour que les pharmaciens puissent travailler ensemble, et financièrement, hein, j'entends bien, et en fait il y en a déjà une centaine alors que ça vient juste de paraître. En gros, les sociétés d'exercice libéral et les SPFPL vont augmenter de manière évidente, justement pour partager le risque. Alors l'enjeu pour le réseau, c'est rationaliser l'offre, bien sûr, mais pas détruire la proximité. Si on détruit la proximité, là aussi, c'est pareil, ça ne va plus. Alors en Europe, souvent on dit que les pharmaciens d'officine français sont tout seuls hein, dans leur modèle. C'est faux et archi faux. C'est vraiment de la désinformation. 18 pays ont des règles équivalentes à nos lois de répartition, pas forcément les mêmes, mais équivalents. Tout ça a été tranché par la Cour européenne de justice, bien évidemment. 12 pays sont dans les restrictions du capital, c'est-à-dire que ne sont autorisés à avoir le capital d'une pharmacie que, et uniquement que, des pharmaciens. Pourquoi? Alors d'autres pays, forcément 16, ont choisi d'autres modèles. Pourquoi? Parce que c'est la question de l'indépendance du professionnel de santé et qu'ils ne vendent pas ou qui n'agissent pas donc en fonction. Je vais vous donner un exemple qui est excessivement frappant. Pour avoir rencontré le syndicat des pharmaciens adjoints, gérants, appelez-les comme vous voulez, des chaînes anglaises, puisque forcément, en Angleterre, il y a beaucoup de chaînes, donc il y a ces professionnels-là. Les Anglais ont le droit de faire ce qu'on appelle des bilans de médication. Ça s'appelle des murs en anglais, peu importe. C'est-à-dire que la personne vient, et puis on lui dit oh, bah, tiens, vous prenez tout ça comme médicament, bah, écoutez, ce serait peut-être mieux de, etc., etc. Et après, fait son analyse, donne tout ça au médecin, etc. Et donc, par définition, généralement, ce n'est pas pour avoir plus de médicaments, c'est pour en avoir moins. Réponse des chaînes, enfin plus ou moins de ces fameux pharmaciens, c'est de dire on m'empêche de faire mon travail, et quand ça, je veux le faire, et donc on a des plaintes, hein. C'est plus de 2500 dans l'année, donc ça veut dire qu'il y a une vraie pression. Non, c'est surtout vous ne faites pas. Autrement dit, voilà, vous êtes professionnel de santé, c'est bien gentil, mais le chiffre d'affaires compte d'abord en priorité. La déontologie du pharmacien, c'est justement l'inverse. Et puis 13 pays ont donc un monopole, y compris donc des médicaments à prescription facultative, et ça n'a pas été remis en question d'après la dernière directive, j'en parlerai d'Internet. Alors qu'est-ce qui se passe très rapidement dans l'histoire? Pourquoi on va vers l'innovation? Parce que pour moi, à l'avenir, c'est deux choses, deux mots, hein, seuls deux mots, consolidation, innovation. Consolidation parce que c'est le cœur de métier, et innovation parce que évidemment le passé n'est pas le futur. Donc vous voyez qu'on est passé des gardiens du poison à... on a eu le monopole de la préparation de la vente des médicaments. Pas de remède secret, hein, puisque les pharmaciens fabriquaient leurs propres médicaments. Puis bien évidemment, maintenant, il y a une fabrication industrielle des spécialités. Ce qui est très drôle, c'est que finalement revient en débat, mais on va en reparler tout à l'heure, la question de la distribution à l'unité. Et puis il y a eu un grand changement, c'est la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire en juillet 2009, qui est une reconnaissance de pas mal de choses que font les pharmaciens et qu'ils vont faire maintenant. En gros, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les pharmaciens étaient centrés sur les produits. Avant, ils fabriquaient d'eux-mêmes. Donc c'était facile, on savait à quoi il servait le pharmacien. Ensuite, le pharmacien est passé puisqu'il y a une distribution artisanale, une fabrication artisanale des produits, est passé sur la dispensation des médicaments. Et maintenant, effectivement, comme ça n'est pas un échange entre un vendeur et un acquéreur, une boîte de médicaments, eh ben, il va se centrer, et il se centre de plus en plus sur les patients. Alors ça va se traduire comment? Par tout plein d'éléments comme ça. Et je vais en reprendre quelques-uns pour vous donner des exemples excessivement concrets. En tout cas, ça c'est la loi. Donc maintenant, c'est marqué dans le marbre. Vous avez les 4 premiers points qui sont le pharmacien doit. Et dans la première ligne, contribuer aux soins de premier recours, c'est énorme ce qu'il y a là-dessous. Je n'ai pas repris l'article du Code de la santé publique, mais alors c'est absolument énorme en matière de prévention, d'accompagnement, de dépistage, etc., comme d'autres professionnels de santé. Après ces 4 premiers points, vous avez 2 points au milieu, c'est « ils peuvent ». Ça veut dire que certains feront et certains ne feront pas. Donc de l'éducation thérapeutique, des actions d'accompagnement, aussi, et ils peuvent être pharmaciens référents dans des pharmacies, dans des établissements de santé ou médico-sociaux qui n'ont pas de pharmacie à usage intérieur. Et donc, ils sont en contact avec les médecins pour référencer justement les médicaments pour que ce soit moins cher pour cet établissement, etc., etc. Et puis, dans les 2 derniers points, c'est également ils peuvent,
Et en plus, là, il faut des décrets ou autres, les textes sont en train de sortir. Alors, être désigné comme pharmacien correspondant, c'est-à-dire un peu comme l'équivalent du médecin traitant, et puis ils peuvent donner des conseils et des prestations. Parce que toute la question va être la question du modèle économique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on voit bien que les syndicats ont signé une convention nationale le 4 avril 2012. Il y a donc une évolution du métier du pharmacien. La question de la Convention, elle le reconnaît, c'est donc de revaloriser son rôle en santé publique et surtout de créer des modes de rémunération diversifiés. Parce que forcément, la marge actuellement, donc si le nombre de médicaments diminue, comme tout à l'heure le tabac, et qu'en plus les prix baissent et que les marges baissent, par définition, vous voyez bien où ça va. Il y a un moment donné où il y a quelque chose qui ne va pas aller. Donc il faut transformer cette marge en honoraire. Et c'est ce qui est en train de se passer. Déjà maintenant, on fait des entretiens pharmaceutiques pour des médicaments, vraiment, enfin pour des patients qui sont sous un type de traitement, c'est les antivitamines K. 1 million de personnes, en gros, sont sous ces médicaments, à peine, 1 million de Français, et c'est le médicament qui envoie le plus à l'hôpital. Une véritable catastrophe. Inutile de dire que des anticoagulants, c'est facile, on voit vite pourquoi. Et ça pose problème aussi avec tout plein d'autres médicaments que les gens peuvent avoir accès comme ça, sans ordonnance, bien évidemment. Donc on peut proposer des entretiens, j'ai bien dit on peut, alors à la fois pour le patient, s'il peut accepter ou non, et le pharmacien, il peut faire ou ne pas faire, hein, puisque c'est une question, comme on disait tout à l'heure, chronophage, qualité, temps, etc., volonté d'exercer comme on exerce, ou etc. Et finalement, ces 2 entretiens sont payés et remboursés par la sécurité sociale sur le montant de 20 €, quand une consultation de médecin, c'est 23, donc avec 2 maximum par an, donc 40 €. Donc on voit bien vers quoi on va. Et l'asthme arrive juste derrière. En Belgique, ça y est, l'asthme est arrivé. Et en plus, sur les médicaments, il est question de prévoir un honoraire de dispensation qui est déconnecté donc, du prix du médicament. Les syndicats sont en train de négocier demain, donc ils devraient finaliser demain ou au pire début décembre, et on devrait aller jusqu'à 47% de notre rémunération qui soit sous forme d'honoraires. Donc on voit bien que c'est un changement total du modèle économique. Alors pourquoi tout à l'heure je parlais de la préparation des doses administrées, c'est que déjà les pharmaciens peuvent le faire et le font. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas un point d'honneur que je mets à exercer dans ma pharmacie, c'est une passion pour mon métier et donc c'est un vrai plaisir et pour moi un repos que d'exercer dans ma pharmacie. Il y a des personnes qui franchissent le pas de la porte de la pharmacie et on se dit mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire avec ces médicaments? Je vous donne l'exemple d'une personne qui, une trentaine d'années, un jour je vois mais complètement, elle va vraiment pas, ça se voit. Et je lui dis, apportez-moi vos médicaments, si vous voulez, on va vous les préparer parce que ce sera quand même mieux, parce que je ne suis pas sûre que vous ne fassiez pas de bêtises avec vos médicaments excessivement lourds. Et la personne, vous savez ce qu'elle fait? C'est vraiment invraisemblable de voir ce qui se passe parfois. Elle m'apporte un sac plastique avec tous les médicaments qui ont été déblistérés. Et je lui dis, mais comment vous faites pour les prendre? Je les prends comme ça. Voilà. Ça, c'est la réalité, hein, c'est la vraie vie. Hein. Alors, heureusement, pas pour tout le monde, mais voilà. Donc, forcément, on passe à quelqu'un comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On lui prépare ses médicaments. Aujourd'hui, il n'y a pas de modèle économique, on lui fait gratuitement. Ça nous prend énormément de temps, mais on le fait. Alors, on le fait pour certaines pharmacies, comme ça, à l'unité, si je peux dire, une personne âgée, quelqu'un qui ne comprend plus, etc. etc. Et puis, des pharmacies ont acquis des vrais robots, des énormes systèmes, pour le faire dans des maisons de retraite. Et là, la question, c'est que justement, comme c'est un investissement lourd, hein, ces machines, du coup, ce qu'il faut, c'est qu'ils le proposent à tout plein de personnes. Et donc, voilà. Alors, la question, c'est qu'il y a des incertitudes juridiques. Nous passons des confrères en chambre de discipline, clairement, parfois pour ces questions-là, tout bonnement parce que c'est fait en mauvaise qualité. Autrement dit, ce n'est pas la question, le service qui nous pose problème, c'est la qualité du service. Il est bien évident que le public doit être il doit avoir la garantie que si un médicament tombe par terre au moment où il est déblistéré, on ne va pas le reprendre avec sa main pour le remettre dans la boîte, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc on attend avec impatience les bonnes pratiques. Et puis la ministre, mais on les attend depuis 10 ans. Hein. Mais en attendant, le service, lui, se développe. Hein. Et puis la ministre, vous l'avez entendu il y a 3 semaines, a décidé de manière tout à fait unilatérale, très sympa. En tout cas, moi, le matin, j'avais sur mon téléphone TF1, RTL, RMC, Europe 1. Et quand on voyait ça, mais pourquoi il m'appelle? Qu'est-ce qui se passe ce matin? Donc j'en ai appelé un au hasard. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous m'appelez tous?
Et là, il m'a dit, mais c'est pour que vous réagissiez. Mais réagir sur quoi? Et la ministre avait annoncé le matin qu'elle voulait la dispensation à l'unité. Alors, bon, très bien. Mais enfin, vous avouerez que le modèle complètement de la pharmacie qui est annoncé par un ministre sans que qui que ce soit dans la profession ne le sache, ça chauffe un peu sur la manière. Merci quand on entend à longueur de journée, vive le dialogue. Excusez-moi. Alors, donc du coup, la volonté exprimée, c'est moins de gaspillage et c'est ça qui est important. Bien évidemment, les pharmaciens iront dans cette expérimentation. 200 à 300 pharmaciens vont rentrer dans une expérimentation. C'est en train de passer dans une loi. Expérimentation qui durera jusqu'en 2016. Avant les élections, vous aurez noté, puisqu'avant c'était prévu 2017. Hop, ça a été remis en 2016. Donc voilà, comme quoi. Et puis, ce sera que sur certains pharmaciens d'officine et que sur certains antibiotiques. Alors maintenant, la question qui aura vraiment à se poser, c'est vraiment, pour le coup, santé publique ou économie. Santé publique, bien évidemment, si on a le nombre de comprimés, ça paraît une logique éventuelle, sauf, et j'en parlerai tout à l'heure, question de traçabilité à cause de la contrefaçon. En revanche, du point de vue économie, ce serait bien le seul endroit au monde où l'artisanat coûte moins cher que l'industriel. Une boîte d'amoxicilline, 1,92 €, 12 comprimés. Certes, je ne sais pas comment, dès qu'un pharmacien va toucher économiquement, ça va coûter plus cher. Enfin, c'est simple de le comprendre. Donc du coup, quel modèle économique sera mis là-dessus? C'est ce qui sera fait. Et puis, je suis allée voir les chaînes Walgreens là, aux États-Unis. Et en fait, pour vous donner un ordre d'idée, parce qu'ils font à l'unité, c'est exact, sauf que les pharmaciens français se sont mis, eux, sur la boîte. Et donc, on est en train de pouvoir mettre une traçabilité à la boîte. C'est-à-dire, à la fois sur le numéro de lot, on peut retirer un lot de médicaments immédiatement du marché, mais maintenant, au comprimé, ça va arriver. Au comprimé, parce que la question, c'est l'horreur de la contrefaçon, et l'Europe a donc voté une directive pour ça. Ça veut dire que chaque boîte aurait un numéro. Et si un pharmacien français bip la boîte numéro 1 de Doliprane, par exemple, et qu'un pharmacien hongrois bip aussi la boîte numéro 1 de Doliprane, il y a un problème, il y en a une des deux qui est fausse. Donc voilà, donc ça c'est à mettre en route, rapidement, puisque c'est annoncé pour 2017. Et donc évidemment, la technologie que je vous ai montrée va intervenir avec un énorme hub international, etc. etc. Quand vous avez, donc vous voyez ce sur quoi on est. Et puis surtout, la personne, elle a sa notice d'information, elle a sa boîte, elle a etc. etc. Alors, quand vous avez forcément quelque chose à l'unité, si le traitement ne marche pas, le premier réflexe qu'aura le patient, c'est de dire « Ah mais attendez, c'était pas le bon médicament qui était dedans ». Parce qu'il n'y a rien de tel qu'un médicament blanc pour ressembler à un autre comprimé blanc. Et donc, qu'est-ce que font les étrangers? Ils ont changé leur système d'information et ils ont dans leur ordinateur une base de données avec la photo de tous les médicaments, la taille en microns, etc. etc. Et puis, quand ils préparent des doses à administrer comme ça, enfin à l'unité, pouf, ils mettent le tout sous aussi un appareil photo qui se colle avec leur ordinateur et ça montre donc les deux, ça scelle les deux, code barre, etc., etc. Ce qui fait que quand la personne reviendra en disant « Coucou, c'était pas les bons médicaments, écoutez, si, je vous en apporte la preuve. » Voilà, parce que c'est ça qui va arriver aussi. Donc on voit bien qu'il faut développer avec ce service quelque chose de nouveau. Voilà, donc on verra où tout ça ira. J'en sais trop rien. Mais en tout cas, certains pharmaciens sont plutôt énervés, alors déjà sur la forme, mais aussi sur le fond. Parce que lorsque des médicaments ont une autorisation de mise sur le marché avec une boîte de 12, c'est-à-dire, mettons 2 par jour pendant 6 jours, et il est évident que si c'est prescrit pendant 7 jours, alors que l'autorisation de mise sur le marché, c'est 6 jours, forcément, il y aura un gaspillage bête et stupide de tout le reste. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas demander à prescrire dans la ligne des autorisations de mise sur le marché aussi? Voilà, mais c'est pas grave, les pharmaciens iront. On le fait déjà, d'ailleurs, à l'unité, on le fait. Je pense qu'aucun d'entre vous n'utilise ces médicaments. C'est des médicaments excessivement puissants pour la douleur. Et on les fait là, à l'unité, bien évidemment. Morphine, dérivés d'opium, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce moment aussi de totalement nouveau? On fait des tests. Vous voyez qu'on va bien dans ce sens-là. Alors, le dépistage du diabète au bout du doigt, il y a un arrêté qui vient de paraître. Ce qui fait beaucoup parler en ce moment, les tests pour les angines, de savoir si elles sont à strepto du groupe A, c'est-à-dire si elles sont d'origine bactérienne ou virale. Si c'est viral, pas besoin d'antibiotiques.
Donc voilà, avant ces tests-là, on ne les faisait pas, on n'avait pas le droit de les faire en pharmacie. Donc maintenant, on les fait depuis juin 2013. Et vous voyez fleurir dans les pharmacies ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est bien. Alors forcément, chaque fois, ça pose problème avec le corps médical. Enfin, je veux dire, ça frotte un peu, bien évidemment. Et puis, il y a le test nasopharyngé d'orientation diagnostique de la grippe, c'est-à-dire est-ce que je suis bon, plus ou moins bien, ou est-ce que j'ai la grippe. Et là aussi, on retombe toujours sur le même problème. Quel modèle économique ? Est-ce que les pharmaciens font ça? Et aujourd'hui, je peux vous garantir qu'ils le font tous gratuitement. Et à un moment donné, c'est du temps passé, c'est etc. Et est-ce que l'économie de la pharmacie permettra de continuer à proposer ces services? Tout à l'heure, on parlait de services. Qui sait? Personne. Donc c'est de notre faute que les pharmaciens peuvent faire évidemment de la délivrance à domicile. Forcément, ils peuvent le faire. Non seulement de la délivrance à domicile, mais de la livraison à domicile. Tout à l'heure, vous présentiez la Poste. En fait, on travaille plus avec la Poste sur la rupture technologique, c'est assez curieux, qui est le dossier pharmaceutique. C'est eux notre hébergeur, c'est DocaPost, c'est une filiale de la Poste. Mais les pharmaciens, déjà, peuvent livrer à domicile, bien évidemment. Mais ils le font tous gratuitement. Demandez, dites, je suis malade, ou je suis une mère de famille, j'ai 3 gosses à la maison, je suis malade, est-ce que vous pouvez m'apporter le médicament? Jamais un pharmacien vous dira non, il le fera, bien évidemment. Donc voilà. Alors, mon dernier point, c'est le commerce électronique, parce que là, ça fait un peu de remous dans la profession, forcément. Alors, ce commerce électronique vient d'une directive européenne. Autant tout à l'heure, je vous ai dit que tout a été tranché au niveau de la des directives européennes ou de la Cour européenne de justice, et donc toutes les questions de monopole, de loi de répartition, etc., ne peuvent pas venir de l'Europe. Par contre, ça peut venir d'un choix de l'État français, ça ne pose pas de problème. Autant Internet, c'est l'inverse, venait de l'Europe, lui. Donc juridiquement, ce sont des débats juridiques, mais c'est important. Alors en fait, c'est maintenant donc ouvert. Les sites doivent être attachés à une officine physique. Il y a très peu de pure players, comme on dit, en Europe. Il n'y a que 2 pays, l'Angleterre et la Grèce. Tous les autres pays ont choisi le système raccroché à une officine physique. Seuls les médicaments dits non remboursés ou du moins à prescription médicale facultative peuvent y être proposés, autrement dit pas les ordonnances dites classiques. Il faut une autorisation de l'Agence régionale de santé, il faut respecter des bonnes pratiques. Parce que toute la question, c'est la question du conseil. Les médicaments, c'est quand même pas un bien normal, même si tout à l'heure, ça a été dit, chacun a ses particularités, mais enfin, pour le coup, c'est exact, hein, c'est quand même une substance active qui pénètre dans tout notre corps quand on le prend. Forcément, ça a des réactions. Donc, c'est important de ne pas le prendre n'importe comment. Donc, voilà, il y a des questions sur le conseil, etc. Et l'ordre doit mettre à disposition du public la liste des pharmacies autorisées. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que le label va sortir, il y a un label qui va être créé par la Commission européenne. Le Canada a un label. Le Canada est intéressant parce qu'il a un recul sur le commerce électronique. Ils ont un label. 300 pharmacies sont autorisées, parce que contrairement à ce qui a été dit un peu partout dans la presse, bien évidemment, dans la très grande quasi-majorité, voire totalité des pays, il faut soit une autorisation, soit une déclaration, parce que c'est vraiment spécial. 300 au Canada sont autorisées par les autorités locales. Et il y a plus de 11 000 pharmacies, 11 000 sites, plus exactement, qui disent être autorisés du label canadien. Vous avez vite compris où est le problème. Quand vous allez sur le NABP, c'est le site, si vous voulez, de l'agence de la fédération de tout ce qui représente la pharmacie en comment ça s'appelle aux États-Unis. Ils ont des moyens énormes, en plus avec des choses sur les trafics illicites et les sites illicites. Et en fait, sur les sites qui ont été screenés, je crois plus de 20 000, seuls 3% sont légaux et corrects. Donc on se rend compte de ce qui se passe. Autrement dit, ce n'est pas les médicaments qui sont contrefaits, puisque ça vient d'une pharmacie physique, c'est les sites de pharmacie qui sont illicites. Et donc on a vu tout ça fleurir, bien évidemment, et d'autant plus en France, et l'ordre s'est positionné. Et donc ce qu'il faut, c'est que pour l'internaute, c'est évidemment pas aller contre Internet, dans le sens qu'Internet, comme ça a été dit tout à l'heure par vous-même, c'est une question d'apporteur de quelque chose, ou je ne sais plus l'intervenant. Donc ça, c'est bien évident, c'est une vitrine aussi, et les pharmaciens peuvent donner des conseils. Moi, j'ai moi-même un site depuis plus de 4 ans, hein, donc ça ne pose aucun problème. Mais la question, c'est que l'internaute puisse identifier ce qui est vrai du faux.
le vrai site du faux site. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'on a la liste. Actuellement, il y a à peu près 70 pharmacies qui se sont lancées, mais il va y en avoir des milliers. Simplement, comme les données de santé sont hébergées dans un hébergeur de données de santé agréé, c'est un petit peu long pour rentrer le système. Et donc, du coup, ça va arriver. Et des milliers vont arriver. Alors, là-dessus, l'expérience que l'on a au niveau européen et étranger, c'est quoi ? C'est que finalement, très peu de personnes achètent les médicaments sur Internet. En moyenne, même en Angleterre, alors que c'est complètement libre de tous les côtés, 3, 4, 5%, grand maximum. Forcément, c'est logique. La proximité fait que les gens préfèrent la proximité, la chaleur humaine et le lien social. Ce sont des mots qui ont été cités tout à l'heure. Voilà, donc écoutez, c'est très simple pour conclure. Dans un monde qui bouge vite, rester sur place, c'est évidemment reculer. Mais comme vous l'avez vu, le monde de la pharmacie est terriblement en train de changer. Et je finirai par un point qui est ma priorité de mon mandat actuellement. Deuxième mandat. Deuxième mandat. Plus de 10 000 pharmaciens ont plus de 63 ans. Vous voyez vite ce qui va se passer. 63 ans. Et c'est gravissime. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a un numerus clausus qui, à mon avis, est une ânerie, mais enfin bon, peu importe, il existe. Il y a c'est-à-dire un nombre de pharmaciens qui est formé, comme les médecins, comme etc., par an. Et un quart des pharmaciens qui sont formés actuellement, donc chez les jeunes, un quart, sortent après avoir fait 7 ans d'études et un concours absolument épouvantable à l'entrée. C'est vraiment un métier qui forme. C'est pas comme une fac de droit où on peut après aller... voilà. Un quart décide de ne pas exercer le métier. Vous vous rendez compte ? Et en plus de ça, ceux qui commencent à exercer juste après tout ça, la moitié, il y a le double plus exactement des jeunes qui quittaient au bout d'1 an ou 2 ans, et bien maintenant on en est arrivé à un double. Autrement dit, ma priorité, c'est de ramener la jeunesse vers les études de pharmacie, etc. Alors, pourquoi ? Et pourquoi ils ne partent pas ? Parce qu'on en a marre, et je dis on parce que je me mets dedans, à être méprisé, insulté, traité par le ministre, M. Hamon, comme une rente économique, etc., alors qu'un pharmacien sur 3 a des difficultés de trésorerie, et j'en passe des meilleurs, etc., qui font tout. Et la preuve, c'est pour être engagés sur la santé publique, qui sont appréciés par la population française. C'est le métier qui est le plus apprécié, souvent derrière les pompiers. Assez curieusement, c'est le pharmacien, parce qu'il rend service. Donc voilà. Mais à un moment donné, si ça ne donne pas son argent, passer 7 ans, se fatiguer et puis pas avoir de revenus, forcément, ça pose un problème. Donc voilà, donc on voit bien qu'il faut complètement réinventer la pharmacie. La sonnette d'alarme est tirée. Et comme on dit l'expression « la coupe est pleine », là je dis que la coupe d'Igi est pleine, ce coup-ci, et donc ras-le-bol. Voilà. On va prendre également quelques questions, mais votre point est intéressant sur le fait que beaucoup plus ont 63 ans ou plus, parce qu'on sait très bien, et c'est un point sur lequel je voudrais que vous réagissiez, dans votre présentation, on voit bien ce que vous avez le droit de faire de plus en plus et que vous faites, etc. Mais on sait très bien également que l'innovation vient toujours avant la loi. C'est-à-dire qu'on n'attend pas la loi pour innover. On innove et puis la loi s'adapte. C'est la question de la PMA, c'est la question de tout un tas de sujets. Est-ce que le pharmacien, parce qu'il est de plus en plus âgé, etc., il se réfugie à la fois derrière la loi ou attend que la loi passe pour faire quelque chose ? Est-ce que c'est lié à son âge ? Ce que je ne crois pas. Mais ou est-ce que c'est tout simplement également sa formation de pharmacien qui le cadre un peu trop et qui du coup ne va pas aller sortir ? Effectivement, le point est tout à fait juste. Vous pouviez délivrer les médicaments avant la Poste. La Poste est venue après et s'est mise à le faire. La question de l'innovation dont vous parlez également dans votre introduction est intéressante sur l'état psychologique du pharmacien qui dit « ouais, je veux innover, et qu'est-ce que je fais pour innover ? Ou est-ce que à chaque fois que je veux faire quelque chose, je ne peux pas le faire ?» Alors c'est la grande question. En tout cas, la profession pharmacien innove, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle fait peur. Parce qu'elle ose l'innovation. Et regardez ce qui s'est passé, par exemple, pour la question du tiers payant. Quand il y en a un, hop, tout le monde le fait.
Le déploiement de la carte vitale, c'est passé par les pharmaciens. Le dossier pharmaceutique est passé par les pharmaciens, alors que le dossier médical personnel, c'est X millions d'euros, je préfère pas dire, et ça marche toujours pas. Il y a quelques 100 000 dossiers qui sont faits. Et évidemment, au début, tout le monde disait, mais les ordinateurs n'arriveront pas à se parler ensemble, etc. On a prouvé que si, c'est facile. Et pour 4 millions d'euros par an. Donc voilà, et pas à la charge de l'État. Donc la question n'est pas là. Les pharmaciens innovent et ils ont envie. Et les jeunes innovent, quel que soit le métier. Mais en revanche, il est vrai qu'il y a de la réglementation, mais c'est logique. Si j'allais dire, c'est le monde du médicament qui veut ça, c'est le code de la santé publique. Donc il y a effectivement des choses que vous ne pouvez pas faire. Donc vous pouvez avoir des zones où vous pouvez bouger, et puis il y a des choses où vous ne pouvez pas. C'est tout simple. On est d'accord que c'est celui qui va transgresser un peu ces cadres. Oui et non, parce qu'il y a des choses où même de même les pharmaciens ne feront pas. Vous ne ferez jamais faire un prélèvement par un pharmacien, par exemple. La question là qu'on se pose aujourd'hui pour le vaccin, c'est est-ce qu'on peut piquer ou non. Aujourd'hui, aucun pharmacien, bon, je sais qu'il y en a peut-être un ou deux qui va le faire, mais dans la globalité, on ne le fait pas. Parce que s'il y a un accident, derrière, c'est la justice. Mais c'est lié à l'accident. On n'a pas le droit. C'est lié à l'accident. C'est Ah pas, bah pas lié au savoir-faire. Oui. C'est pas lié au savoir-faire. C'est pas lié à l'obtention du médicament. C'est lié à. Notre métier est fondé sur le risque. Pourquoi un pharmacien existe? Parce qu'il a une valeur ajoutée par rapport à un risque, à une sécurité sanitaire. Donc nous, on a un raisonnement risque. Donc c'est effectivement tout le temps le raisonnement. Oui, voilà. C'est le raisonnement risque. Donc il faut pousser. Et là, il y a une loi de santé publique qui arrive et on va faire ce qu'il faut. Très bien, merci. Oui, madame. Ah, pardon, excusez-moi. Merci madame pour votre exposé tout à fait clair sur la modernisation de l'officine. Je crois qu'il est bon de rappeler aussi que il y a une rareté dans la profession de pharmacien et de pharmacien d'officine. C'est que c'est une profession administrée par la tutelle, à la fois sur sa valeur économique, le prix et la marge. Ça, c'est un point, je pense, qui est important de rappeler. Et pour reprendre ce que disait Xavier à l'instant, Pavie, c'est qu'en effet, l'innovation, c'est sortir du cadre, sortir de ce schéma de pensée. Or, ici, aujourd'hui, on voit qu'un étudiant en pharmacie d'officine, après ces 6 voire 7 années, puisque la première année peut être doublée le plus fréquemment possible, c'est pas un souhait, mais c'est une réalité. On voit que le pharmacien n'est ni préparé à la gestion de son entreprise, ni préparé au management des hommes, ni même préparé, j'allais dire, à toute la partie économique et sociale et services, accueil, sur son point de vente et de dispensation de médicaments, de conseils. Et donc ici, je viens vers vous sur le poids que peut avoir l'ordre sur la modernisation même des études de pharmacie. Ça, c'est un premier point. Et puis un deuxième point qu'on oublie, c'est peut-être aujourd'hui, mais qui pourrait changer demain, en partie, mais jamais totalement, c'est que votre profession est complètement liée, vous le rappeliez vous-même tout à fait clairement tout à l'heure, un lien avec le professionnel de santé, à savoir l'autre professionnel de santé, le médecin qui est prescripteur, avec aussi des problèmes, vous le savez, aujourd'hui, c'est lorsqu'un médecin prend sa retraite, on va le voir pour les pharmaciens d'officine, 63 ans, quand un médecin aussi de ces mêmes générations des baby-boomers va prendre sa retraite, ça peut être une catastrophe pour l'officine, puisque 85%, vous rappelez ces chiffres, je crois, de sa dispensation et de son acte de professionnel de santé, c'est le médicament de prescription. Donc comment voyez-vous, vous, l'évolution, le partenariat, je ne sais comment l'appeler, l'accompagnement de l'évolution de l'officine à travers une relation vers le médecin et vers des nouveaux mêmes modes de fonctionnement avec le prescripteur de santé qui est le médecin. Et deuxième point, comment faire évoluer vers le service et vers l'accueil et la gestion d'une nouvelle officine ou d'un nouveau point de santé et de bien-être, peut-être on peut l'appeler comme ça, l'étudiant aujourd'hui en pharmacie, parce que vous le rappeliez, c'est quand même aussi sur le risque, et ces études sont exceptionnelles, tout à fait importantes. Alors merci. Déjà, l'Organisation mondiale de la santé a défini la santé non plus comme ne pas être malade, mais aussi la question de bien-être. Donc je relève le point parce que vous avez raison, il y a la question de bien-être. Et donc forcément, les pharmacies vont devenir des espaces de santé au sens, entre guillemets, moderne, mais ça remonte à il y a quelque temps quand même de ce changement de définition. Alors, est-ce que les pharmaciens d'officine sont formés à la gestion? Non, bien évidemment, absolument pas. Ils sont formés à être professionnels de santé.
Et j'ai par exemple moi-même, pour tenir ma pharmacie, passé un diplôme d'expert comptable parce que j'estimais que c'était la seule solution pour pouvoir tenir sans tomber une pharmacie. Avant, on pouvait se permettre de faire des bêtises de gestion, maintenant c'est impossible. Bon, ceci étant, il y a toute une organisation des pharmaciens par des groupements. Donc en arrière, on n'a pas des chaînes, mais on est un des rares pays, même je crois, d'avoir des groupements, c'est-à-dire l'équivalent d'aide à l'arrière, et pratiquement tous les pharmaciens sont maintenant groupés, donc où on achète groupés les choses pour avoir des remises meilleures, et où il y a des aides à la gestion, etc. Et puis il y a des tas de diplômes à côté qui peuvent être faits. Parce que la question, en tout cas pour nous, Ordre, on ne va pas dans ce sens-là que vous dites, mais c'est pas pour ne pas y aller, parce qu'on a une autre priorité, c'est qu'il y a une libre circulation des professionnels de santé en Europe, à minima, sans parler du reste du monde, et que donc du coup la question c'est que les pharmaciens aient le même niveau quel que soit le pays d'où ils viennent. Et là, nous, notre question, c'est une harmonisation aujourd'hui des diplômes au sein de l'Europe. La question avec les médecins, elle est excessivement cruciale et importante. J'ai rencontré évidemment mon nouvel alter ego, puisque ça a changé chez l'Ordre des médecins. On a des points de vue qui sont consensuels et puis des points de vue qui sont carrément pas consensuels. Et ça, c'est partout dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le corps médecin, et je les comprends, peut penser que de voir arriver un autre professionnel de santé qui a la particularité de, quand il fait, c'est la profession qui fait. On dit ça fait peur, parce que ou on prend ou on rejette. Et si on rejette, et puis alors c'est même pas la peine de revenir, comme tout à l'heure pour ce que vous disiez. Mais si on prend, on prend. Et donc en fait, une profession va arriver un autre professionnel de santé qui a la confiance du public sur quelque chose et il a l'impression qu'on lui prend son territoire. Donc forcément, c'est pour ça que je dis qu'il y a des frictions réelles. Alors au Québec, pourquoi ça a marché ? La loi là, actuelle a changé pas mal de choses, parce que la rémunération du médecin a changé, et elle-même. Et elle s'est faite à l'acte elle-même, cette rémunération, au forfait. Ça veut dire on suit un diabétique, on suit, etc. Et donc du coup, c'est là qu'il y a eu un transfert de charges sur d'autres professionnels de santé, avec moins d'acuité au sens colère du terme. Donc ça va arriver, d'autant plus que sur le terrain, beaucoup de médecins vont manquer, comme vous l'avez dit, et que donc forcément les gens viennent en premier recours. Je sais qu'il y a des pharmaciens ici dans la salle, qui... n'a pas reçu dans sa pharmacie toutes les semaines un blessé ou va dans la rue parce qu'on lui demande de venir. Donc voilà, les questions de premier recours, le pharmacien connaît. Donc là aussi, ça fera partie du changement et il faut être prêt pour ce changement. Pour rebondir sur tout ce qui a été dit, comment allez-vous intégrer la tendance digitale du Quantified Self ? Je m'explique. C'est tous ces objets qui permettent de mesurer la santé, que ce soit le tensiomètre intelligent de Withings qui est actuellement en vente à la FNAC, les balances, ce dont je parle, c'est des choses qui existent, qui sont actuellement en vente en France. Les balances intelligentes, mais également des produits qui vont arriver de type Scanadoo, qui permettent de faire des tests d'urine. En fait, c'est la logique de do it yourself, mais appliquée à la santé. Quels sont vos points de vue là-dessus ? Comment vous voyez l'avenir et comment vous allez l'intégrer ou non ? Alors c'est vrai que les technologies sont rentrées dans notre vie de tous les jours. Et comment on pourrait imaginer que ça ne rentre pas dans le monde de la santé ? Mais bien évidemment, ça a mis un peu plus de temps. Alors, est-ce que les professionnels de santé ont mis plus de temps à se les adapter ? Mais en tout cas, je voulais montrer, pas les pharmaciens. Et quand vous regardez ce qui se passe au Japon, vous voyez bien toutes les machines qui arrivent et toutes les technologies de communication. C'est bien évident que ça va fondamentalement changer l'approche de la santé. Aujourd'hui, vous pouvez déjà sur Internet, via Internet, faire votre test du génome. Quand vous apprenez que vous allez avoir certaines maladies ou potentiellement qui sont au-dessus de votre tête, ça, pour quelques centaines d'euros, là où ça coûtait des millions d'euros, il y a à peine 4 ans. Je ne sais pas qu'est-ce que vous ferez de l'information. Mais voilà, ça c'est un autre problème. En tout cas, très probablement ce qui va changer, et c'est là où les pharmaciens vont intervenir, assurément, c'est qu'aujourd'hui, et ça change le monde de l'hôpital, on a à peu près en France 35% de chirurgie ambulatoire. Elle doit être basculée à peu près à 85%, c'est déjà le cas dans tout plein d'autres pays. Ce qui veut dire que là où vous rentiez malade ou à l'hôpital et vous en sortiez bien portant,
complètement guéri, etc. Maintenant, c'est toujours pareil, sauf que c'est beaucoup plus rapide, en un jour, voire quelques heures, et vous sortez, vous avez besoin de soins. Et donc, il y a des appareils de suivi divers et variés qui vont se mettre au point parce que le médecin a besoin de savoir comment ça va. Voilà. Et donc, du coup, il y a infirmiers, probablement, pharmaciens qui vont aller là-dessus. Voilà. Donc, la technologie ne fait pas peur aux pharmaciens et au contraire, ils en sont des avant-gardistes parce que je peux vous garantir que ce fameux dossier pharmaceutique, c'est comme je le disais, c'est unique au monde. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.